bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans notre Atelier 11, saison 2, épisode 9. L'Atelier 11, c'est l'émission en direct des socios engagés du média qui vous fait découvrir les travailleuses et les travailleurs qui font le média TV. Je suis Antoine, au-dessus de moi, juste ici, se trouve Michel. Salut Michel, comment vas-tu ? Salut, ça va, j'ai investi dans les oreillettes aujourd'hui, alors il faut que j'arrive à maîtriser le truc. D'accord, Voilà. tu vas faire un peu comme Théo qui est tout le temps en train de tripoter son oreillette Oui, oui, dans les oui. lives. J'ai une Ok. oreille chez qui ça coince bien et l'autre ça va pas. Bon, je D'accord, ferai bon. avec. Tu vas venir régulièrement maintenant alors à la place de Serge ou en Bah, remplacement? Comment ça se passe? oui, c'est un remplacement parce que Serge, bon, moi je suis retraitée, hein, Serge il travaille, hein, donc on se partage un peu, quoi. Du coup, en général, c'est toi qui anime le chat de l'émission. Alors, Serge est dans le chat. Bon, il travaille, mais il est dans le chat. On te salue, Serge. Hein, coucou. Bon, on a prévu, hein, on animera le chat un petit peu comme on pourra. Voilà. Notre invitée de ce soir est ici. Vous la voyez. Il s'agit de Lisa Lapp. Salut Lisa, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va bien. Bienvenue dans notre atelier 11. Merci beaucoup. Voilà, tu as l'honneur d'inaugurer la 20e émission en tout, déjà. Ah, Voilà. ravi. Bon, Lisa, tu le sais, le but de cette émission, c'est d'en savoir un petit peu plus sur toi, sur ton parcours, sur ton travail, sur ton engagement au sein du média. L'émission se déroulera comme d'habitude en 2 parties. La première, donc, plutôt axée sur tes études, ton CV, un petit peu tout ça. On fera une pause en regardant le zapping. Et puis, on parlera dans la deuxième partie de ton travail aux médias. Voilà. Avant de commencer, on salue les 7 followers qui nous ont rejoints depuis 2 jours. Allez, on va les citer. Il y a Baka SP, Arobouze, Mishta71, Qu'est-ce que t'en dis, Prunibo, Blaba, et Alice Rage. Alors, un petit coucou particulier à Alice Rage, qui est une streameuse. Qui fait des streams en regardant la matinale du média et de la broderie en même temps. Voilà, salut à Robouz qui est dans le chat. On salue aussi Cory qui est là, qui nous salue, et Tirli Titi, les habitués du chat. Alors, si vous nous regardez, n'hésitez pas juste au moins à faire un petit coucou dans le chat. Les algorithmes de Twitch aiment bien quand on discute entre nous. Lisa, première question. Si je te dis danger Saint-Romain. Alors là, bravo. Hein. C'est Saint-Romain, c'est mon petit village, ma petite commune. de là que là tu où j'ai viens. grandi. Ouais. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est entre Tours et Poitiers, juste au-dessus de Châtellerault. Voilà. Voilà, bon. Ça, c'était juste pour poser l'ambiance. Voilà. Après, alors, on va rien faire on va commencer au bac, hein, parce que, bon, quand même, avant, ça va. Alors, tu as eu ton bac il n'y a pas si longtemps que ça, hein, en 2016, tu es très, très jeune. Un bac littéraire avec mention bien. Bravo. Merci. Alors, tu l'as eu au lycée Marcellin Berthelot. Le problème, c'est que des lycées Marcellin Berthelot, il y en a partout. Alors, c'était lequel ? Celui de Châtellerault, c'est la ville qui est à côté de mon village. La plus proche, absolument. Donc, dès le lycée, en fait, tu participais, si je ne m'abuse, à un journal lycéen et à une radio associative. Donc, ça t'est venu très tôt, le journalisme, en fait. Est-ce que la radio, c'était Radio Arc-en-Ciel, c'est ça ? Oui. D'accord. Alors, Radio Arc-en-Ciel, c'est quoi ? Parce que c'est pareil, des radios Arc-en-Ciel, il y en a un peu partout en France, et Ouais. même, j'allais dire en France métropolitaine et en Outre-mer. Radio Arc-en-Ciel, c'est la radio du lycée Édouard Branly, donc c'est le 2e lycée à Châtellerault. Et en fait, j'ai commencé dans ce lycée-là parce qu'il y avait 2 lycées et il y en a un où il n'y a pas le bac littéraire et il y en a un où c'était affilié à mon collège. Bref, j'ai commencé dans ce premier lycée qui est Édouard Branly et j'ai adoré la radio, j'aimais trop la radio, je passais ma vie pour la radio. Et donc, j'ai un ami de classe qui s'appelle Alex, qui m'a dit écoute, moi j'ai une émission dans la radio, viens faire un petit truc quoi. Donc j'étais hyper stressée, je présentais la météo au début et donc toute mon année de seconde j'ai fait de la radio, je faisais la petite météo, des petites chroniques de temps en temps. Et après, j'ai changé de lycée et je suis arrivée en première donc, au lycée Marcellin Berthelot en littéraire dans le centre de Châtellerault. Et on n'avait pas de radio là-bas, donc la tristesse. Mais en fait, on allait à l'autre lycée pour faire de la radio tous les mercredis après-midi. Et c'est Anne, l'animatrice culturelle du lycée je suis allée la voir et j'ai dit coucou, j'ai vu qu'il y avait des ateliers radio, je veux absolument les faire. Et donc, je faisais une chronique
tous les mercredis, à cette radio-là, on avait une émission qui s'appelait Les Blablateurs. Tous les mercredis à 14h, je crois. Un truc comme ça. Et j'ai passé 2 ans géniaux dans cette radio. J'avais ma petite chronique toutes les semaines. Bien, bien. Eh ben, une vocation qui démarre tôt. D'ailleurs, alors, du coup, après le bac, je vais laisser la parole à Michel. Tu es rentré à l'IUT, spécialité radio. Michel, IUT. Oui, la Team Lannion. Tu fais partie de la Team Lannion. Bravo. On a déjà eu plusieurs journalistes du média qui sont issus de la Team Lannion. On a remarqué qu'il y a une dynamique assez incroyable dans cette IUT. Et Jade nous avait parlé de la radio Talk to You. Et je crois que tu en as fait partie aussi. Tu peux nous parler un peu de ça? Parce qu'il y a des thématiques qui ont l'air assez passionnantes. En tout cas, moi, qui m'ont beaucoup intéressée. Tu peux nous en parler un petit peu? Oui, en fait, il y avait, franchement, je me rappelle plus trop de ce que je faisais spécialement dans cette radio. Je sais que je faisais beaucoup de choses, mais ouais, il y a une radio à l'UT de Lannion, une école de journalisme, donc on avait obligé d'avoir notre petite radio. Voilà, Radio Talk to You, donc radio TTU pour les intimes. Et c'était une bonne team. Pareil, là-bas, j'ai pu apprendre encore plus de choses, parce que cette fois, on était dans une école de journalisme. Donc en fait, quand tu es en première année, il y avait les troisième années qui nous apprenaient des choses, les deuxième années aussi. Donc c'était vraiment cool. Je faisais pareil, des chroniques de temps en temps. Et dans une émission, il y avait une émission tous les lundis, une émission tous les mardis. Enfin, là, c'était vraiment une autre dynamique parce que c'était vraiment une radio très vivante, un peu à la radio campus. Parce que nous, on était dans une petite ville à Lannion, donc il n'y avait pas de grosse radio campus. Mais en tout cas, Radio TTU, je sais qu'il y avait une bonne dynamique et il y avait des émissions absolument tous les jours. Et donc, du coup, là, on se sentait vraiment présent dans cette radio. Et ouais, pareil, je faisais des chroniques de temps en temps. Et après, plus les années passaient, moins je pouvais aller dans la radio en termes de temps. Mais en tout cas, j'y passais toujours une tête quand même parce que c'était une très très bonne ambiance. Et on avait vraiment la liberté d'expérimenter des choses qu'on n'avait jamais faites et donc d'apprendre encore plus, quoi. Non, c'était vraiment trop cool. Et à la fin de la première année, je pense, si j'ai bien calculé, tu me diras si je me trompe, tu as travaillé aussi pour Report Ouest. Oui. Tu as fait notamment une vidéo sur les francopholies, c'est ça? En fait, ouais, c'était dans la même veine que Radio TTU. Report Ouest, c'était le journal en fait, que géraient des étudiants en journalisme et en communication de l'UT de Lannion. Et du coup, moi, j'étais jamais allée en festival de ma vie. Je connaissais pas ça. Alors, moi, je viens pas de Bretagne. En fait, les Bretons ont vraiment un amour pour les festivals. Et en fait, on m'a proposé d'aller aux Vieilles Charrues et de couvrir. Non, c'était les Francopholies, mais après j'ai fait les Vieilles Charrues. On m'a proposé de couvrir les Francopholies pour ce journal-là. Et en plus, c'était un journal sur le web. Et moi, je faisais beaucoup de radio. Et là, j'ai fait un format vidéo. Et c'était trop cool à faire. Je me suis bien amusée. J'ai fait un petit récap en fait du festival. Voilà, c'était les premières expériences. C'était pour s'amuser. J'étais pas encore dans les sujets très très engagés, mais c'était cool en tout cas d'avoir accès à un festival dans les coulisses, etc. Parce que j'avais jamais pu avoir accès à ce genre de choses. Et c'est des bonnes radios ou journaux associatifs pour s'entraîner et s'éclater, etc. Encore avec en plus quand on est en première année, et ben il y a des deuxième et troisième années qui peuvent regarder ce qu'on fait et échanger et nous donner des conseils. Donc non, c'était super cool aussi de suivre un festival et surtout de commencer à faire de la vidéo avec mon petit téléphone. Non, c'était vraiment trop cool. Et ben le lien vers la vidéo YouTube est dans le chat pour les gens qui voudront aller la voir après. Voilà. Alors, parallèlement à ça, à partir de cet été-là, j'ai vu que tu avais fait un boulot de commercial un petit peu pour Infopresse. Alors là, c'était quoi? C'était plus un job alimentaire? C'était quoi? J'ai eu beaucoup de jobs alimentaires en fait parce que faut payer les études bien sûr. Le tout premier, j'ai pas tout mis dans mon CV, mais le tout premier c'était je vendais des tickets dans un parc d'attractions pour me faire des petits sous quand j'étais très jeune. Et ensuite mon tout premier vrai travail, c'était dans une usine où on devait déballer des vêtements et les mettre sur cintre pour les grandes surfaces quand j'avais 16 ans.
C'était horrible parce qu'il faisait très chaud, c'est surtout la température dont je me rappelle. Et après, les étés d'après, j'ai vendu des journaux pour un organe qui s'appelle Infopresse dans les facs, donc je faisais ça tous les étés. Je vendais des abonnements. Et après, j'ai fait d'autres boulots tous les étés et toutes les vacances scolaires pendant mes études de journalisme et après, mais je pense que du coup tu reviendras dessus. On fait autre chose, il se passe un autre truc à l'IUT de Lannion, c'est que tous les ans, il y a un petit festival des talents de l'IUT qui s'appelle Artention. Et alors, tu as produit un spectacle de danse en duo avec Léo Tixador. Oui, connu du média, oui. Voilà. Et ben on va regarder la vidéo. Oh allez. Non. Non, c'est pas vrai. Ah oui, merci. On l'a trouvé, mais on la passera pas. Non, bon voilà, ça c'était juste le petit bonus pour rigoler un petit peu. Non, c'est vraiment ma passion, la danse. C'est ma passion première. C'est vrai. Eh ben, écoute, tu vois, comme quoi, finalement, il en reste des traces. Alors ensuite, là je pense que c'est plutôt peut-être sur ta deuxième année à l'IUT où tu as fait un stage de journaliste à Radio France sur France Bleu Touraine. Et puis tu as fait un autre stage aussi sur RFI. Alors tu en as fait plusieurs sur RFI, tu en as fait deux fois un mois. Et là aussi Michel, je crois, a repéré quelque chose qui lui avait bien plu sur les stages RFI, Michel. Oui. Sur le stage RFI, j'ai trouvé, c'est un podcast, je ne sais pas s'il y avait la vidéo, c'était sur l'expression artistique, notamment le théâtre, qui libère la parole des femmes. J'ai trouvé ça vraiment extraordinaire, ce reportage que tu as fait. Tu peux nous en parler un petit peu plus? On va mettre le lien aussi dans le chat. Ouais, ça y est. C'était vraiment génial la réalisation de ce reportage. En fait, mes premiers stages à Radio France et RFI, c'était vraiment mes premières expériences dans des grands médias, entre guillemets. Et j'étais extrêmement impressionnée et je savais pas trop ce que je faisais là, j'avoue. J'avais un gros syndrome de l'imposteur, genre pourquoi je suis là, surtout dans une émission culturelle, parce qu'en fait à RFI, je suis allée dans plusieurs services et j'ai fait un mois dans l'émission culturelle de Jean-François Cadet, que j'embrasse énormément parce que c'est une perle. Et en fait, je me suis dit, qu'est-ce que je fais dans une émission culturelle? Je ne connais rien à la culture dite élitiste, donc tout ce qui est art contemporain, peinture et tout, j'y connais rien. Et en fait, cet homme est incroyable et m'a montré qu'en fait, toutes les formes de culture existaient et que surtout, elles avaient la même équité, en fait. Genre, elles sont toutes égales, toutes les formes de culture sont bonnes à prendre. Et donc, ça a été un très beau duo qu'on a formé. Et donc, la dernière semaine de stage, je devais faire quelque chose sur une forme d'art, l'art qui est une expression surtout pour les personnes en situation de précarité, de pauvreté, etc. Et donc, je suis allée voir des femmes qui étaient en situation clairement de précarité. Beaucoup n'avaient pas de travail. Et en fait, c'était des femmes qui... Il y en avait beaucoup des racisées aussi, où elles s'exprimaient extrêmement peu en fait dans la société et elles avaient l'impression de ne pas pouvoir exister, elles étaient recluses dans leur situation, quoi. Et par le théâtre, par des ateliers de théâtre, elles se sont senties revivre et exister et prendre de la place dans la société. Et elles ont vraiment pris confiance en elles à travers cette pièce de théâtre qu'elles ont réalisée. Et c'était pas facile au début derrière mon micro, surtout que moi j'avais pas du tout la même aisance, j'osais pas aller voir les gens, etc. Donc c'était vraiment une belle rencontre et elles m'ont joué en plus un passage de leur pièce et on voyait l'émotion et la confiance qu'elles étaient en train d'acquérir, etc. Et c'était vachement beau. Et surtout, après, moi, j'avais un reportage par semaine et il est passé à l'antenne parce que c'était une émission par semaine. Et mon reportage passait dans l'émission. Et évidemment, j'étais présente à l'émission. Et les invités de l'émission, qui étaient sur ce sujet-là, s'exprimer par le théâtre, l'art, etc., m'ont vraiment remercié après le reportage, etc. Donc, c'était vraiment beau comme moment. Et là, je me suis dit, ah ouais, je crois que mon métier, en fait, il sert à quelque chose. Et c'était un de mes premiers... ça m'a vraiment marqué parce que c'était un de mes premiers moments où je me suis dit, ok, t'es capable de faire parler des gens à travers un micro. Et c'est là que je me suis dit que la radio, c'était vraiment trop génial.
Ah, bravo, c'était bien. En tout cas, Michel a été très touché par ce reportage. Oui, Alors, j'ai même relevé, excuse-moi Antoine, je t'en j'ai prie. même relevé une petite phrase qui dit l'expression artistique peut être un outil de lutte contre la pauvreté, un outil d'aide à l'intégration dans la société lorsqu'on est arrivé à ses marges. Et on entend donc ces femmes expliquer qu'elles ont repris confiance en elles, qu'elles se sont aperçues qu'elles avaient des droits en fait dans la société, qu'elles avaient le droit de parler tout simplement. Et c'est assez extraordinaire et c'est vrai que c'est très émouvant. Moi, je vous encourage à écouter ce podcast parce qu'il est vraiment bien. Merci beaucoup. Le lien est dans le chat. Alors, à propos de chat, justement, il y a Cory qui nous fait remarquer, merci, que les images sont nettes, qu'on monte en gamme techniquement. C'est vrai, on est un petit peu monté en gamme. Alors, on a quand même encore. Alors, déjà, on est tous sur de la fibre ce soir, donc ça fait du bien aussi un petit peu. Si vous entendez, il y a quand même un petit bruit de fond récurrent qui est. Ça fait du bien de voir Michel en mouvement et pas toute verte, dit Serge. Il se moque, Serge, mais un jour, il faudra qu'il ait la fibre aussi pour qu'il soit avec une image de même qualité. Le petit bruit de fond que vous entendez, c'est quand même c'est l'ordinateur de Michel, il faut le dire, hein, qui ronronne comme un vieux Il chat. marche avec un turbo, en fait. Ouais, j'ai pas pu éviter ça. Donc bon, on travaille encore sur l'amélioration continue de la technique. Bon, reprenons. Après ton DUT, tu restes à Lannion pour passer une licence. Et là, de la même façon, tu vas enchaîner à nouveau d'autres expériences, d'autres stages. Tu vas retourner chez France Bleu. Et là, tu vas faire un autre reportage qui a plu à Michel aussi. Oui, concerne. mais Oui, écoute, oui, j'aime je te bien relance. le travail de Lisa. Non, mais j'aime beaucoup le travail de Lisa. Moi, je suis enchantée. Oui, c'est sur le harcèlement scolaire et ça se passe en Indre-et-Loire. En plus, je connais un petit peu la Touraine. Enfin bref, ça n'a rien à voir. Et donc, c'est aussi un très beau reportage. Et tu vas peut-être pouvoir aussi dire quelques mots sur le sujet. Comment tu as, quelle idée t'est venue, pourquoi ça t'est venu l'idée de traiter ce sujet-là, par exemple, ou bien est-ce que c'est une actualité particulière qui t'y a poussé? En fait, j'ai fait beaucoup de reportages à France Bleu parce qu'on en fait un, voire deux, voire trois par jour. Et c'est vraiment la première entreprise dans laquelle j'ai évolué. Clairement, ça a été mon école. France Bleu, c'est là où j'ai tout appris. J'y suis restée longtemps, j'ai fait des stages et après j'étais pigiste là-bas à France Bleu Touraine, donc j'ai fait énormément de sujets différents et c'est vrai que plus ça allait et plus je leur disais que moi les sujets sur le social, c'était vraiment mon truc quoi, et j'adorais parler avec les gens, et c'est vrai que plus je parlais avec les gens, plus j'arrivais à leur faire à les faire se confier en fait, parce que je sais pas ce qui se passait, mais là je dévie sur un autre sujet et je reviendrai sur celui sur le harcèlement, mais par exemple j'allais souvent à l'hôpital pour faire des reportages parce qu'il y avait pas mal de grèves, des lits qui se ferment, enfin bref, je pense que tout le monde connaît cette thématique, et à force de m'entendre avec le syndicat Sud, ils m'ont confié par exemple qu'à moi, ils m'ont confié qu'il y avait eu 2 personnes qui étaient décédées dans la salle d'attente des urgences du CHU de Tours parce qu'ils n'avaient pas eu le temps d'être pris en charge parce qu'il y avait trop de monde en fait. Et plein de sujets comme ça. Aussi, j'avais fait aussi. Il y a un hôpital pour enfants à Tours qui est très réputé, et il y avait une journée, etc. Il y avait un petit qui m'avait confié son cancer, il avait genre 4-5 ans et on a parlé de cancer ensemble. C'était très, très fort. Et là, en fait, à force de faire des sujets comme ça, il y a une maman qui nous a envoyé un mail en disant il y a mon enfant qui est en train de se faire harceler et il y a l'inspection qui fait absolument rien, je suis démunie, je sais pas quoi faire, je veux témoigner. Et donc du coup l'équipe m'a confié ce sujet-là alors que j'étais encore stagiaire, m'a confié ce sujet-là et j'y suis allée et on a beaucoup parlé avec cette maman-là et j'ai rencontré son enfant qui était d'une maturité quand même extrêmement avancé, comme beaucoup de gens, comme beaucoup d'enfants qui sont victimes de harcèlement scolaire, mais qui se sont hyper confiés, et que le petit m'a aussi confié que il avait plus envie de vivre, quoi. Donc c'était très très fort. Et dans ces moments-là, faut être très empathique, mais aussi prendre beaucoup de recul parce que voilà. Du coup, ils se sont confiés à mon micro et c'est un des premiers sujets où j'ai su m'imposer parce qu'en fait, l'inspection académique ne voulait pas me répondre du tout. J'essayais de les appeler, j'essayais d'envoyer des mails, etc. Ils ne voulaient pas me répondre.
Et du coup, le rédacteur en chef m'a dit non mais dis-leur, si vous ne me répondez pas, tant pis, je sors l'article sans votre droit de réponse. Donc c'est une des premières fois que je m'imposais. Et du coup, j'ai réussi à la voir, l'inspectrice, et elle a réussi à me sortir, oui, de toute façon, ces enfants-là, s'ils sont harcelés, souvent, c'est parce qu'ils sont trop en avance ou trop des choses comme ça. Elle m'a sorti cette phrase-là. Et donc voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et on a même fait suite après avec un deuxième article parce que du coup, ça a délié d'autres langues pour nous parler. Et donc voilà, si j'ai eu envie de faire ce sujet-là, c'est parce qu'une maman nous a alertés et donc j'ai tout de suite foncé sur le sujet et que la rencontre a été très forte et qu'après en plus l'inspection nous a répondu ça quoi. C'est plus l'inaction de l'État qui m'a choquée parce que c'est l'enfant qui devait changer d'école en fait et j'ai pas compris. J'ai vraiment pas compris. Voilà. De l'utilité du journalisme bien fait. Alors, parallèlement, j'allais dire à ce stage, ou non, mais même c'est plutôt après ces stages-là, tu as travaillé au Télégramme sur un podcast où tu étais rédactrice en chef, et le podcast s'appelait Gavé. Oui. Est-ce que tu peux vite fait nous en parler aussi un petit peu? Vite fait, alors j'essaie d'aller vite. Gavé, c'est mon plus gros projet, clairement. En fait, c'est en fin de licence, on devait rendre un gros projet. Moi, j'étais dans le groupe radio, on était 6. Et en fait, la thématique, on nous a dit, bah voilà, vous faites sur l'environnement et la biodiversité. Alors aujourd'hui, moi, je m'auto-proclame comme une journaliste qui parle d'environnement et d'agriculture surtout. Mais à l'époque, quand on m'a dit ça, moi, j'étais très sujets sociaux. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que moi, l'environnement, j'y connais rien. Qu'est-ce que je vais faire? Et donc, certains proposent, si on faisait sur le zéro déchet, si on faisait sur ça. C'était des thématiques très bobo-urbaines, mais on avait tous ce genre d'idées parce qu'on était un peu dans le microcosme journalistique, alors que nos profs, eux, étaient bien ancrés dans la France, en fait. Et d'un seul coup, une du groupe propose l'agriculture. Et moi, je dis, oh là là, pas l'agriculture, j'y connais rien, ça m'a toujours rebuté. Pourquoi je vais traiter des sujets agricoles? On trouve le thème de la transition écologique dans l'agriculture, surtout dans le territoire breton, où c'est un territoire très complexe au niveau de l'agriculture, etc. Et là, en plus, on m'a nommée rédactrice en chef du projet. Ok, c'est parti, on fonce, pas d'a priori. Et là, coup de foudre avec l'agriculture, coup de foudre avec les thématiques rurales, parce qu'en plus je viens d'un territoire rural. Un coup de foudre énorme, je pourrais pas expliquer, j'ai eu une illumination, j'ai dit ok, j'ai trouvé ma voie, c'est bon. J'ai trouvé ma voie, et donc on a fait 5 mois de reportage, d'enquête, de documentation sur la transition écologique dans l'agriculture, mais pas d'un point de vue écolo. Pas on impose aux agriculteurs de ne plus utiliser de pesticides, ça c'est pas possible, on peut pas faire ça en fait. C'est comme si nous demain on nous disait faut arrêter d'utiliser les téléphones, ça pollue trop. Ah bah non, on peut pas faire ça. On est allé rencontrer des agriculteurs qui utilisent des pesticides qui polluent clairement, mais on a essayé de faire le chemin intellectuel de pourquoi l'agriculture en est venue à polluer. Le premier épisode, c'est sur toute l'histoire, comment on est passé d'une agriculture artisanale à une agriculture industrielle, on peut clairement le dire. Et donc, on est parti sans aucun a priori, et c'était incroyable comme travail de déconstruction, de comprendre pourquoi aujourd'hui des agriculteurs et agricultrices polluent, et que c'est tout un système et que c'est absolument pas le mauvais agriculteur avec son Roundup qui veut absolument polluer la planète. Pas du tout, il est dans un engrenage et c'était vraiment incroyable comme thématique et c'est pour ça que d'en parler en 30 secondes c'est très frustrant, donc allez écouter Gavé. Désolé. Non, mais je comprends totalement. Non, parce que Corinne nous a dit, la gardez pas trop longtemps, elle travaille tôt demain. Voilà. Non mais voilà, c'était incroyable comme thématique en fait, moi, ce qui m'a vraiment plu là-dedans, c'est de déconstruire absolument l'agriculture et l'environnement et de totalement s'éloigner du postulat très très écolo urbain de les méchants agriculteurs c'est pas bien, ils polluent. Bah non, en fait c'est pas du tout ça. Et donc c'était génial de mettre les pieds dans la boue en fait et de décortiquer tout ça, c'était incroyable. C'était la meilleure expérience et c'est pour ça après que après mes études de journalisme, au lieu de me lancer dans la vie active, j'ai fait un master en environnement, en agriculture, parce que j'ai dit je veux absolument parler de ça, c'est un sujet qui est trop important, c'est même pour moi l'enjeu de cette décennie. Et donc j'ai voulu
acquérir des compétences parce que je déteste les journalistes qui n'ont rien à dire et qui ne savent pas, qui se font balader par leurs sources, parce que c'est un sujet où tu peux très vite te faire balader par tes sources, parce que ça mêle sciences dures, agronomie, ça mêle économie, ça mêle politique, et donc j'ai voulu m'armer en compétences et sur le terrain, parce que c'est très important le terrain, et dans les livres, et avec des profs et dans une université, mais je pense que les deux savoirs doivent vraiment aller ensemble, et il faut absolument pas aller que dans les livres et dans l'université, pas du tout. J'ai voulu faire les deux, faire du terrain. Après, pendant mes études, j'ai fait beaucoup de reportages, je suis allée sur le terrain, j'ai appris des choses avec des agriculteurs, parce que pour moi, c'est eux qui enseignent le mieux, parce que c'est eux qui font, et ça, c'est dans tous mes sujets, quel que soit le sujet, et aussi dans l'université pour avoir un master et des valises en agronomie, en géopolitique, en économie, et voilà. Eh ben on y vient. Enfin, bon, après, moi, j'ai bien... J'allais juste te dire une petite chose, Antoine. Bien voilà sûr. pourquoi Lisa nous dit qu'elle est journaliste entre la chaîne et les champs. J'ai vu ça sur son compte Twitter. Oui, c'est une expression qui me tient énormément à cœur, parce que je viens d'un milieu plutôt ouvrier, et on l'a dit tout à l'heure, mais j'ai été ouvrière pendant très longtemps. Toutes mes vacances d'été, toutes mes vacances de Noël, même quand j'avais 3-4 jours, hop, j'étais à l'usine, parce qu'en fait, à Dangers-Saint-Romain, il y a une laiterie. Et donc, c'est la laiterie où beaucoup de gens, où il est facile de trouver du travail, en tout cas en intérim, et mon appartement était juste derrière la laiterie. Et donc, du coup, c'est un peu... quand tu veux du boulot, tu vas à la laiterie, en fait. Et du coup, ça m'a permis de payer mes études et de rencontrer des gens formidables, et de comprendre de comprendre aussi le métier de ma famille. Qu'est-ce qu'ils vivent. Voilà, moi, je l'ai vécu pendant 1 an, ils l'ont vécu pendant 30 ans. Mais voilà, de comprendre ce que c'est aussi. Et donc, du coup, c'est pour ça que je dis entre la chaîne et les champs, parce que dans mon métier de journaliste, je traite beaucoup d'industrie et d'agriculture et de ruralité et d'environnement, parce que pour moi, c'est des choses qui sont extrêmement liées. Et aussi, dans ma vie personnelle, l'agriculture et l'industrie ont une énorme place dans mon cœur, quoi. Voilà. Alors, dans le chat à ce sujet, il y a Tirli Titi qui nous demande si tu connais le mouvement des paysans sans terre. Oui, c'est par rapport au foncier. Ouais, les paysans sans terre, en fait, on en parle un petit peu dans Gavé, mais c'est toute la thématique foncière qu'il y a eu depuis plus de 50 ans dans notre pays, et le fait que l'agriculture est a complètement transformé de visage, et on est passé d'une agriculture très paysanne, très familiale, très vivrière, à une agriculture complètement industrielle. Mais pas qu'en France, hein. Il y a plein de mouvements comme ça aussi en Afrique, notamment avec l'accaparement des terres par des grosses industries agricoles ou plutôt financières, on va dire. Donc ouais, j'en ai entendu parler, et de toute façon, c'est un sujet que, si on me lance, on peut en parler pendant 4 ans et demi, et j'ai encore 1 milliard de reportages à faire, je pense, sur toutes ces thématiques-là. Ça me fait penser à un truc. On parlait la semaine dernière avec Julien Théry du livre de Gérard Noiriel sur l'histoire populaire de la France, où il y a pas mal de chapitres qui sont aussi consacrés justement aux racines populaires. Donc évidemment, ça passe aussi par la paysannerie. Et donc recadrer sur un temps long pour voir aussi ces évolutions dont tu parles sur les propriétés de la terre, etc. Voilà, c'est pour faire le lien avec l'émission de la semaine dernière. Voilà. Tirli Titi disait qu'il pensait plus au mouvement brésilien. Oui, c'est ça. Oui, ouais. Aussi. Mais bon, il faut avancer. Parce que sinon, moi aussi, on va dire des trucs. Alors, donc tu pars en master, tu fais 2 années de master 1, master 2, avec des thématiques, je pense que tu as considéré comme complémentaires. Master 1, sciences sociales et développement durable. Et l'année suivante, développement agricole durable aussi. Voilà. Oui. Et pendant ce temps, tu continues à faire des stages, notamment chez Radio France, encore une fois, France Bleu. Ouais, j'étais en pige, là, j'étais plus stagiaire. Voilà. Oui, c'est ça, tu étais pigiste, pardon, j'étais noté. Et tu commences aussi, parce que là, on est vraiment à la fin de tes études, tu commences aussi parallèlement un travail de journaliste sur Radio Parleur. Oui, voilà. Ça fait 2 ans que je suis à Radio Parleur, et dans la partie éditoriale, donc c'est-à-dire je fais des reportages, des émissions, etc. Et aussi dans la partie associative, je suis au conseil d'administration
Radio Parleur, en fait, c'est un média indépendant, donc ça va parler aux gens du média. C'est un média indépendant de podcast, cette fois, toujours mon amour pour la radio, et qui parle notamment des luttes sociales. Et donc sans pub, sans actionnaire, enfin ça vous le savez très bien. Et du coup j'ai rencontré ces gens-là il y a un peu plus de 2 ans, et du coup je suis dans la radio très activement depuis 2 ans. Ouais, un peu plus de 2 ans maintenant, c'était en septembre il y a 2 ans. Et j'ai appris énormément là-bas aussi. J'ai un peu trouvé une deuxième famille là-bas, sincèrement. Parce que c'est un collectif, c'est vraiment une manière très horizontale de faire. Et donc, je fais pas mal de reportages pour eux depuis 2 ans, et beaucoup sur l'agriculture, sur la ruralité. Et là-bas, je mène un peu ma barque de oui, si on peut parler un peu plus des campagnes, si on peut parler un peu plus des régions. Voilà, et donc j'embête tout le monde là-bas avec mes sujets industrie et agricoles, mais ils sont très gentils et on s'entend très, très bien. Donc, ouais, à côté des études, j'étais épigiste à France Bleu et très, très active dans Radio Parleur. Michel, sur Radio Parleur et puis peut-être sur les médias indépendants en général. Oui, en fait, j'avais relevé ça. Le média, en ce moment, est en train de développer un partenariat avec Street Press, Radio Parleur, Frustration. Et donc, est-ce que toi, Lisa, tu es le lien entre Radio Parleur et le média? Tu as eu un petit rôle là-dedans? Je sais pas si j'ai eu un petit rôle. Moi, je dis à le média que Radio Parleur sont trop chouettes et qu'ils ont des valeurs trop bien. Et je dis à Radio Parleur que le média sont trop chouettes et qu'ils ont des valeurs trop cool. Donc, tu es le lien. Voilà. Je suis pas forcément le lien. Je peux pas me dire ça. Ils se sont parlé entre eux sans que j'y mette mon petit grain de sel. Donc, je suis pas le lien. Mais je leur ai à chacun de eux vanté les belles valeurs et le beau travail de l'un et l'autre. Je pense que ça peut être une belle coopération, effectivement. Ça me paraît bien intéressant. En tout cas, ça correspond beaucoup aussi aux valeurs du média, ce que fait Radio Parleur. Donc, ça tombe vraiment. Ils sont en campagne de dons en ce moment. Radio Parleur. Oui, on a vu ça. Oui, effectivement, il faut les soutenir aussi. En fait, tu es toute jeune diplômée, puisque ton Master 2, tu l'as eu là, l'été dernier. Et donc, à part cette expérience professionnelle que tu as déjà de toute façon en tant que pigiste sur France Bleu et Radio Parleur, tu viens de débarquer, entre guillemets, aux médias. Oui. On passe un petit coucou à la maman et à toute la famille de Lisa. On en parlait juste avant. Donc, voilà. Et puis à toute la commune de d'Angers-Saint-Romain, parce que peut-être que tout le monde nous regarde, on ne sait pas. On les salue entre Tours et Poitiers. Voilà. Bon, alors, la deuxième partie, on va parler de ton expérience un petit peu aux médias. Alors, tu as commencé à travailler en tant que chef d'édition, on va dire, et puis on t'a vu en tant que journaliste, chroniqueuse depuis le mois d'octobre, donc c'est vraiment tout récent. Mais tu avais déjà fait une petite apparition écrite sur le site du média. Ça, c'était dès le mois de mars, si je me souviens, avec un autre nom de famille. Oui, mais on le dira pas. On le dira pas. Ok. Voilà. Bon, c'est tout. Donc il y a un article de toi. Je sais même plus sur quoi c'était. Mince, je l'ai pas noté. Alors c'est sur l'agroalimentaire et l'omerta qu'il y a autour de cette thématique en région Bretagne. Donc, d'accord. Parce que c'est très compliqué ce qui se passe. En fait, il y a eu 2 journalistes, Morgane Large et Inès Léraud, qui, notamment avec beaucoup d'autres, qui travaillent sur les thématiques agricoles en Bretagne, où on sait qu'il y a une mainmise sur l'agriculture très, 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 très forte. Et donc, à force de dénoncer un système dont les agriculteurs sont les premières victimes en Bretagne, Morgane Large, qui travaille pour la radio Cresse-Braise, qui est Radio Centre-Bretagne, qui donc, voilà, une journaliste locale qui connaît très bien la thématique, a osé, si je puis dire, témoigner sur le contexte économique et politique et agricole sur France 5, il me semble, dans un documentaire, et a dénoncé en fait la mainmise des politiques et des lobbies sur l'agriculture en Bretagne. Et donc elle s'est fait par la suite casser sa porte de radio, elle s'est fait ouvrir sa clôture et ses animaux donc se sont échappés, plein de choses comme ça, reçu beaucoup de menaces et tout.
Et donc, on est allé un petit peu avec Anaëlla Basque, qui est mon binôme en radio et qui est une journaliste absolument incroyable. On est allé enquêter en Bretagne sur donc toute l'omerta autour de ce sujet en Bretagne. Voilà. Alors, en fait, la question qu'on se pose maintenant, c'est comment tu as connu le média, du coup? Est-ce que tu l'as suivi quand il a été créé? Est-ce que tu étais socio avant d'y travailler? Comment ça s'est passé, cette première rencontre avec ce premier papier en mars? La rencontre avec le média, c'est Nicolas Maillard. C'est lui qui m'a parlé de... Enfin, on a fait la même école et on avait à peu près la même vision journalistique. Et puis, de toute façon, c'est un journaliste génial. Il nous parlait beaucoup de le média à l'école. Donc, nous, dès que le média s'est créé, on a connu le média, hein, clairement. On était tous au courant. Et à force, j'ai suivi ce que le média a fait, tout simplement parce que j'essaye de suivre ce que tous les médias indépendants font. Et donc, j'ai suivi le média et donc j'ai fait cette enquête-là pour Radio Parleur aussi. Et Radio Parleur m'a dit, écoute, propose-la à le média parce que je pense que ça les intéressera, quoi. Et donc, j'ai envoyé cette enquête à le média en leur disant, est-ce que ça vous intéresse? Et ils ont dit oui. Et voilà comment ça s'est fait. Et ensuite, pour comment je suis arrivée dans la matinale, eh bien, pareil, c'est l'équipe de le média qui m'a appelée parce que début octobre ou fin septembre, il y a Nicolas Hulot qui est venu aux Assises du journalisme à Tours. Nicolas Hulot qui est notamment accusé par plusieurs personnes d'agression sexuelle et de viol. Et donc, un groupe féministe a dit c'est pas possible qu'un prédateur, en tout cas c'est leur parole, qu'un prédateur puisse diriger une conférence aux assises du journalisme, c'est pas possible, etc. Et donc elles ont préparé une action contre Nicolas Hulot que j'ai couvert en tant que journaliste tout simplement. Et donc j'ai fait un thread sur Twitter, donc une série de tweets pour couvrir l'action tout simplement parce que j'étais là pour un petit peu pour Radio Parleur, mais j'étais là aussi en mon nom. En fait, moi j'étais venue aux assises du journalisme à Tours parce que c'est à côté de chez moi. Et donc j'ai suivi cette action-là et ça m'a valu un journaliste d'extrême droite, on peut dire, ou un journaliste qui travaille pour CNews en tout cas, m'a relayé. Et ça m'a valu une vague de cyberharcèlement énorme. J'ai jamais vécu ça de ma vie. Et d'où le changement de nom de famille. Et donc, énorme. En plus, en tant que femme, j'ai été traitée de gourde. Et autres, j'en passe, ça c'est moins pire. Et donc, j'ai eu énormément de soutien, notamment du syndicat des journalistes, CGT, qui m'a soutenue, etc., et beaucoup de journalistes. Et donc, le média m'a dit, écoute, c'est génial d'avoir osé faire ça et d'avoir fait ça, c'est cool. Est-ce que tu peux faire la même chose pour nous pour la manifestation de la rentrée sociale du 5 octobre. Donc, c'est cette grosse manifestation, il y avait tous les syndicats pour la rentrée sociale dans la rue. Et donc, j'ai fait la même chose, le même exercice, une série de tweets pour couvrir la manifestation avec des interviews dedans, parce que même si je couvre une manifestation, c'est hyper important d'entendre des gens à l'intérieur. Et je n'ai pas interviewé les politiques, si vous pouvez remarquer, j'ai interviewé que des personnes qui travaillaient, qui étaient là pour manifester, beaucoup d'ouvriers, d'ouvrières notamment. Voilà, j'ai voulu interviewer des gens. J'ai eu Philippe Martinez, bien sûr, mais j'ai voulu interviewer des gens qui étaient là en manifestation parce qu'en fait, soit ils perdaient leur travail, soit leur salaire, etc. Enfin, qu'ils se battaient au quotidien. Et donc, ça leur a plu. Et le lendemain, ils m'ont dit est-ce que tu peux venir nous en parler dans la matinale, faire une petite chronique sur la manifestation. Donc, c'est ma première chronique à Le Média. Et après, ils ont dit est-ce que tu peux faire ça toutes les semaines? Et depuis, j'ai fait sur Transdev, sur l'allocation adulte handicapé et sur les centres médico-sociaux où il se passe une véritable catastrophe humaine à l'intérieur. Et voilà, ça a continué comme ça en fait. Alors, parlons gestion de crise, Lisa, parlons gestion de crise. Le 4 novembre, Nadia est malade et c'est toi qui la remplaces au pied levé. Tu fais un binôme très remarqué avec Jemil. Ça a été vraiment une chouette émission. C'était une contre-matinale qui s'appelait « Qui met le feu à la planète ?» Déjà, c'était un beau titre. Et comment ça s'est passé alors pour toi? C'était vraiment quelque chose d'imprévu
ou enfin, en tout cas, quelque chose qui s'est passé au dernier moment pour toi. Oui, parce que bah, Nadia était malade, hein, comme tu viens de le dire, et donc je l'ai remplacée au pied levé. Et c'était une émission, c'était un jeudi. Donc je devais faire ma chronique comme d'habitude, moi. Et je devais faire sur la problématique des méga-bassines dans le Poitou-Charentes. Donc on parle agriculture et Poitou-Charentes, mais deux passions réunies. Et donc on me dit, bah finalement, est-ce que tu peux remplacer Nadia parce que bah, elle est malade, tout ça. Donc moi, bah, pas de problème. Enfin, je suis pas quelqu'un de stressé. Et donc moi, j'adore le direct. Enfin, j'aime trop parler de sujets. Donc j'étais bah, partante, ouais, carrément. Moi, j'ai déjà fait en radio. Bon, la télé, ça ne doit pas changer grand-chose. Et donc, je garde mon thème, les méga-bassines dans le Poitou-Charentes. Donc moi, on me demande de présenter une matinale sur le thème de l'agriculture et du Poitou-Charentes, mais je ne peux que être ravie. Donc j'ai fait ça, j'ai fait la matinale comme d'habitude, la titrologie de Théophile, et, euh, et après, donc j'ai fait, on a axé surtout la matinale sur l'environnement parce que c'était pendant la COP. Et donc d'abord la chronique de Jamil, où on s'est super bien entendu, c'était super cool, voilà. Puis Jamil c'est un orateur exceptionnel, hein, donc voilà. Et après c'était l'interview donc sur les méga bassines dans le Poitou-Charentes avec la Confédération paysanne que je connais très bien. Et voilà, enfin moi ça s'est super bien passé parce qu'on a parlé d'agriculture, donc je pouvais que m'éclater pendant cette matinale, quoi. Oui, on a vu effectivement lors de cette matinale que tu étais très à l'aise et que la mayonnaise a très bien pris avec Ah bah, c'est gentil. Vous avez vraiment fait un beau binôme, c'était assez extra. Mais gestion de crise, il y en a eu une autre. Il y a eu une panique aux médias il n'y a pas très très longtemps. C'était le 19 novembre, c'était il y a quelques jours. C'était une série de catastrophes et il paraît que tu as été celle qui a géré la crise au mieux. Tu as été sur tous les fronts, de tous les côtés, et je crois que tu as vraiment fait un exploit ce jour-là. Alors, donc vous êtes très renseignés. Ah oui, j'ai mes sources. Vous êtes de meilleurs journalistes que moi, vraiment. Et ouais, en fait, au-delà des chroniques que vous pouvez voir à l'antenne, etc., c'est vrai que souvent, une fois par semaine, je remplace Nicolas et je suis chef d'édition. Et en fait, chef d'édition, on gère toute la matinale de A à Z. Quand vous voyez des magnétos, c'est parce qu'on les a préparés en avance. C'est Léo, hein, le réalisateur, qui les envoie. Mais voilà, en gros, la veille, on prépare toute la matinale. On fait ça, 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 ça. Et ensuite, les personnes qui interviennent nous envoient leurs vidéos qu'elles veulent passer, les images que vous voyez qu'elles veulent passer. Théophile nous envoie les images des articles que vous voyez le matin dans la titrologie. Et donc tout ça, on doit les mettre dans l'ordre, les trier, préparer toute la matinale en fait. Et le matin, on arrive très tôt et on prépare toute la matinale, tous les éléments qui doivent partir, la gestion par exemple, quand vous voyez l'image, ça on le fait aussi, le YouTube, tout ça, on prépare tout en fait. C'est ça d'être chef d'édition d'une matinale. Et donc ce fameux matin, tout se passe bien, moi j'ai fini à 6h30, tout est prêt. Je n'ai plus qu'à attendre le début du direct parce que je suis très en avance. Voilà, pour balancer les collègues, moi je suis très très en avance. À 6h30, tout est bouclé. Comme ça, j'ai le temps de boire un petit thé et d'être sur le chat parce qu'il y en a qui sont très très tôt, il y en a qui arrivent avant 7h du matin et je discute avec eux. Et donc, tout est prêt. Et là, il n'y a pas de son en fait. Il n'y a pas de son. Comment on va faire? Il n'y a pas de son. Ah! Bah, s'il n'y a pas de son, il n'y a pas de matinale en fait. Donc là, je fais ah bon bah il n'y a pas de son. Donc comment on fait? Donc on doit faire venir quelqu'un pour régler le problème du son. Et là on fait bon bah ce quelqu'un ne peut venir qu'à 7h50. Ah bon bah là je dois annoncer au chat qu'on commence qu'à 7h50. Ce que j'ai fait, la plupart sont gentils, même la majorité sont gentils, donc on s'est bien amusé sur le chat en attendant. J'ai fait un sondage pour savoir à cause de qui on était en retard, et le grand gagnant de ce sondage a été le capitalisme. Donc non, on a bien rigolé, mais par contre plein de choses à gérer. Donc il y avait le son. Après, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? À 7h50, on commence, ça y est, tout est prêt. Et là, YouTube nous plante. YouTube ne fonctionne plus. Comment c'est possible? YouTube ne veut pas lancer le live. Voilà, donc on a repris 10 minutes de retard, on a commencé à 8h, et les gens ont été géniaux parce qu'ils étaient là quand même. Il y avait
il y avait plus de 1200 personnes sur le live. Donc ça va, on a géré la crise, on s'est tous très bien entendus, il n'y a pas eu de problème, voilà. Mais je crois que les problèmes, c'était ça, le son et le YouTube qui ne marche plus à 7h50, quoi. Mais ça fait des bons souvenirs, et surtout, ce qui est génial, c'est que on a fait une bonne matinale qui est très importante sur la Guadeloupe avec tout ce qui se passe. J'étais vraiment contente de cette matinale, et surtout les gens étaient là et nous ont pas trop crié dessus, donc ça va, gestion de crise, mais ça, c'est gestion de crise dans la bonne humeur, donc ça va. Quand tu dis qu'il faut arriver tôt, j'imagine que Nicolas ou toi, en tant que chef d'édition, sont les personnes qui arrivaient les premiers, avec peut-être aussi les autres techniciens. Arriver tôt, c'est quelle heure? Parce que peut-être que tout le monde ne se rend pas compte que quand une émission démarre à 7h10, on n'arrive pas à 7h moins le quart, quoi. Ah non, moi, alors j'arrive plus tôt que Nicolas. Mais parce que Nicolas, il a de la bouteille. Mais moi, j'arrive vers... Parce que moi, je suis quelqu'un qui est très en avance. Mais souvent, j'arrive vers 5h, 5h15 au bureau. Après, il y a le temps de route avant. Mais ouais, 5h, 5h15, comme ça, je peux bien... En fait, je re-regarde toutes les vidéos, tous les magnétos, toutes les illustrations que vous voyez, toutes les images. Je re-regarde tout pour voir si c'est bien. Et après, je les prépare pour la régie. Donc... et puis je fais plein d'autres choses, je relis le texte du présentateur pour regarder à quel moment lancer quelle vidéo, j'imprime. Ah oui, mais c'est ça aussi, l'autre souci, il y avait eu un problème d'imprimante. L'imprimante a cessé de fonctionner à 6h50, ce jour même où il n'y avait pas de son, pas de YouTube. Et donc, il y a le texte qui a réussi à s'imprimer en une seule fois pour Nadia, merci. Mais sinon, nous, en régie, on a dû suivre sur l'ordinateur, parce que normalement, on suit sur la feuille pour savoir quelle vidéo envoyer. Et du coup, on a dû suivre sur l'ordinateur. L'ordinateur ne nous a pas planté, heureusement. Il manquerait plus que ça. Mais voilà, donc on imprime. Enfin, en fait, il y a plein de petites tâches qui prennent toutes 5 minutes, mais à force, en fait, prennent 2 heures à faire, quoi. Donc, ouais, 5h, 5h30, ça dépend les matinales, mais entre 5h et 5h30, on arrive souvent, là où la chef d'édition. Allez, Michel, à toi. Oui, je voulais juste dire, côté viewers, en fait, tout le monde était effectivement dans le chat à papoter, et vraiment, il y avait une ambiance incroyable. Et il y avait de plus en plus de monde qui arrivait, et c'était drôle parce que quelquefois, c'est plus laborieux que ça, les arrivées. Mais là, avec le retard, vraiment, il y a eu un monde fou. Comme dit Lisa, il y avait 1200 personnes finalement. Donc, c'était un beau score, alors qu'il n'y avait même pas d'émission, mais que ça chattait à fond. C'était drôle à voir. Ouais, on discutait bien entre nous, et puis je pense aussi que le sujet annoncé plaisait aussi, quoi. Enfin, comme je disais, c'était une matinale sur la Guadeloupe, et donc c'est un sujet hyper important, et je pense que c'est aussi ce qui a fait attirer, enfin ce qui a fait rester les gens, on veut en savoir plus. Et il y avait aussi le sujet de Taboua, sur le couple de grévistes de la faim pour soutenir, contre la situation à Calais. Donc on avait vraiment des très bons sujets, et j'arrêtais pas de dire restez s'il vous plaît, parce que vraiment les sujets valent le coup, quoi. Oui, c'est vrai, c'était vraiment une belle contre-matinale. Très réussie. Merci. On n'a pas encore parlé de la forme particulière du média, la forme administrative qui est la coopérative, avec des droits de vote qui sont quand même très répartis entre les sociétaires, les salariés qui peuvent être sociétaires aussi. Ça, c'est un modèle, je pense, qui reste assez unique, hein, même si y a des copies qui ne font pas illusion. Est-ce que c'est important, alors déjà pour toi, en tant que journaliste, d'avoir ce genre d'environnement? Est-ce que c'est nouveau? Comment tu l'appréhendes? Ou pour toi, le plus important, c'est d'avoir un média engagé, et puis la forme importe moins? Comment tu te positionnes par rapport à ça? Moi, je suis à Radio Parleur depuis 2 ans aussi, et ça compte vraiment pour moi de travailler pour des médias indépendants. Et je pense que c'est l'avenir d'un journalisme, en tout cas indépendant, et là où on peut faire... on peut essayer de faire le plus de choses possible, essayer d'être le plus libre possible, quelle que soit l'orientation politique. Mais moi, je trouve ça hyper cool et encourageant d'être dans un média où les téléspectateurs, les spectateurs, mais aussi les gens qui lisent, parce qu'il n'y a pas que la matinale, hein, le média, en tout cas que les gens qui s'informent chez nous soient aussi acteurs et actrices du média. J'ai l'impression que c'est un travail en co-construction,
rien que cette chaîne Twitch. Et c'est vraiment encourageant et on se dit, waouh, on fait pas ça pour rien. Moi, ma première hantise quand je suis entrée dans ce monde, même si j'ai l'impression de pas encore y être vraiment, et c'est mon but, de pas y être vraiment, mais quand je suis entrée dans ce monde-là, j'avais très peur d'être hors sol, en fait. De parler de choses qui ne concernent pas les gens, de soit prêcher des convaincus, soit de ne rien apprendre aux gens. Moi, c'est ça pourquoi je veux être journaliste, c'est pour qu'il y ait un vrai échange avec les gens, que ce soit ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, ou ceux qui témoignent. Et donc, cette forme de médias-là, déjà, moi, je trouve ça unique, j'en ai pas trop vu ailleurs. Et ensuite, c'est hyper encourageant et c'est ce travail en co-construction qui est hyper cool. Et d'avoir des retours sur ce qu'on fait, sur bah là, j'ai pas trop appris grand chose, ou là, bah là, j'ai appris quelque chose, c'était cool, ou ce sujet-là est super important, ou alors ce sujet-là, on en a marre parce qu'on le voit trop ailleurs. Bah ça, ces retours-là, cette interactivité, c'est quelque chose qui me tient hyper à cœur et qui fait que je suis trop, trop, trop contente de travailler aux médias, quoi. C'est vraiment trop cool. Est-ce que tu as le temps et l'occasion d'aller lire un petit peu ce qui se passe sur le forum des sociaux? Parce que justement, Non, j'ai pas encore pris le temps. Mais faut que c'est j'y un lieu aille. de réaction assez important, justement. C'est peut-être même le premier lieu de réaction sur les émissions, notamment. Bah, Cory nous fait enfin, en tout cas, il m'a déjà fait quelques retours. On en parle en tout cas, mais il faut que j'y aille. Faut que j'y aille. Mais je vois beaucoup, moi, le chat sur YouTube, sur la matinale. Les commentaires aussi en dessous de la matinale, ça, je les lis beaucoup. Et les retours de Cory, je les lis aussi. Mais prochaine tâche, promis, je vais voir le forum. Ce qui est intéressant avec le forum, c'est que ce ne sont pas les réactions à chaud des chatters, c'est des textes un petit peu plus fouillés de la part des personnes qui vont écrire, qui mettent aussi des liens, qui publient d'autres vidéos sur des thèmes qui correspondent. Donc il y a un travail un petit peu de réflexion de fond commune sur le forum. Moi, j'encourage vraiment, j'en profite pour faire de la pub, j'encourage vraiment les personnes qui regardent ce Twitch à venir aussi sur le forum pour discuter et prendre le temps Enfin, ce sont des écrits qui restent, qui peuvent rebondir. On a certains fils de discussion qui perdurent au fil du temps, notamment sur le coronavirus. Alors, on en a vraiment un nombre incroyable. Il y a beaucoup, beaucoup de choses intéressantes, des thématiques de fond sur lesquelles on réfléchit en commun. Et ouais, merci d'être aussi investi et c'est trop trop cool de sentir d'avoir des retours comme ça et même cette chaîne Twitch et tout, ça c'est vraiment trop génial et ça me tenait à cœur de vous remercier parce que c'est pour ça qu'on fait ce métier quoi. Enfin moi c'est pour ça que je fais ce métier et donc merci d'être autant investi et de faire autant de retours et de nous suivre autant parce qu'en fait on serait pas là sans vous quoi. Donc non merci énormément. Alors sur le forum, il y a de la bagarre aussi, hein, des fois. Les discussions peuvent être très vives. Et Serge Victor fait remarquer à juste titre que Théophile dialogue quand il le peut volontiers avec les sociaux. D'ailleurs, il y a eu un échange entre les deux récemment. Rémi Kenzo aussi passe de temps en temps, donc c'est vrai que c'est assez sympa. Mais moi, ce que j'ai envie de dire par rapport à Twitch, c'est que merci surtout à toute l'équipe d'avoir joué le jeu, parce qu'on n'a jamais personne qui nous a dit non, ça m'intéresse pas de venir. Il y a des gens qui tardent à répondre, mais plus beaucoup. Voilà, c'est une initiative de sociaux, hein, Michel, Serge, Tom, moi-même, voilà, on a pris la décision et puis on en a parlé après à Cory, mais ça n'existerait pas, on n'en serait pas à la 20e émission déjà depuis pas tant que ça, on a commencé au printemps dernier, si vous n'étiez pas là. Donc merci aussi à vous pour le coup. Alors, une dernière peut-être question avant de partir. Comment tu vois ou comment tu aimerais que soit le média dans l'avenir? Comment il pourrait grandir? Alors, il y a la question des moyens, bien sûr, mais comment est-ce qu'il pourrait grandir sans se dénaturer? Parce que bon, il a grandi déjà, il a évolué. Aujourd'hui, il n'est plus ce qu'il était. Ça ne s'est pas fait tout seul. Comment est-ce que le média pourrait grandir ou se bonifier éventuellement? Après, c'est une question vraiment de fin de soirée. Tu n'es pas obligé d'y répondre. Non, mais c'est un peu compliqué, peut-être à froid. Hein, pas... Bah, nous, on a envie de faire plein de choses. Enfin, moi, je suis pigiste à Le Média. C'est un statut que j'adore, hein, être pigiste. Mais donc, je préfère le fouiller. Hein, je n'ai pas les décisions toutes dans les mains. Mais
c'est vrai qu'il y a la question des moyens. On aimerait faire tellement de choses. Par exemple, là, la matinale, c'est un projet qui est trop cool, mais on aimerait trop aussi, ça se trouve, faire un direct tous les soirs ou au moins une fois par semaine, faire une émission le soir. Ce serait génial aussi, un contre-JT. Mais alors, j'en ai pas parlé avec eux, mais je sais qu'il y a ces envies-là de toujours faire plus d'émissions, faire par exemple état d'urgence, le travail de Rémi Quesnot-Pagès, d'en faire plus, etc. En fait, on veut juste faire plus, avec plus de gens, faire plus de sujets. C'est ça, moi, je vois comment le média pourrait se bonifier, mais malheureusement, on fait aussi avec les moyens d'un média indépendant. Donc, comment les médias pourraient se bonifier, c'est plus de gens, pour plus de diversité de points de vue, et plus de sujets, et plus d'infos indépendantes, et plus d'émissions. Voilà, donc c'est tout bête à dire, mais ouais, moi je pense que c'est comme ça que tous les médias indépendants, déjà en général, peuvent se bonifier, c'est de pouvoir faire plus, quoi. On a tous envie de faire plus. Mais déjà, de faire des partenariats avec d'autres médias indépendants, ça c'est trop cool, parce que on met en... on met en... En synergie, peut-être. Mais voilà, on met en commun nos savoirs, nos compétences, nos sources aussi, nos points de vue, et la diversité des points de vue dans le journalisme, c'est hyper important. Enfin, c'est le premier truc le plus important, quoi. C'est la diversité des points de vue. Quand on vient tous de milieux, d'âge, d'origine, de cultures différentes, c'est ça qui fait que le journalisme représente tout le monde. Sinon, si on fait si on fait des médias moins divers et variés, bah, c'est une information qui est... c'est la diversité des points de vue pour moi qui est hyper importante. Donc déjà, un premier pas, c'est de faire ces synergies entre médias indépendants, ça c'est trop cool. Et voilà, comment se bonifier, bah, c'est les moyens, et que plus de monde regarde là je parle des médias indépendants en général, que plus de monde s'intéresse aux médias indépendants, mais c'est très compliqué parce que on est moins visible, et surtout il y a encore beaucoup la culture de la télé et de la radio mainstream, et ils ont le mérite d'exister aussi, hein, mais moi j'ai tout appris à France Bleu, mais c'est vrai que c'est très compliqué, surtout je pense dans les classes populaires, parce que je sais d'où je viens, de se pencher sur les médias indépendants, d'ouvrir son ordinateur quand on en a un, de faire ce chemin vers les médias indépendants. Et je pense que les médias indépendants, on a aussi cette bataille culturelle à gagner, c'est d'aller voir des gens qui ne s'informent plus, de voir des gens qui ne votent plus, et d'être très pédagogue, parce que si on reste enfermé dans des sujets ou dans des manières de traiter que seuls les gens cultivés peuvent comprendre, c'est dommage. Donc je pense en tout cas, le média et dans d'autres médias indépendants, il y a aussi cette volonté d'être pédagogue. Donc voilà, j'essaye de pas trop m'éterniser, mais voilà, je pense qu'on a vraiment cette bataille-là à gagner dans les médias indépendants, quoi. Eh ben, c'est un beau mot de la fin, j'allais dire. Michel, si tu n'as plus rien à rajouter. Non, c'est un beau mot de la fin, effectivement. C'est un beau mot de la fin qui nous entraîne à remercier Cory, puisqu'il est l'heure de remercier Cory. C'est toujours l'heure, voilà. Par rapport à ce que vient de dire Lisa, n'oubliez pas, vous qui nous regardez, que la première chose à faire déjà pour soutenir le média, c'est de regarder les émissions, de les partager sur tous les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi suivre le média et les socios engagés sur pratiquement tous les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Mastodon. Si vous en avez les moyens, j'ai l'impression de reprendre la thématique des émissions, vous pouvez devenir abonné ou sociétaire à partir de 5 € par mois. Vous pouvez aussi faire un don ponctuel ou régulier. Il est temps de se dire au revoir. Lisa, merci beaucoup. Merci de nous avoir accueillis. Merci d'avoir discuté franchement avec nous. C'était vraiment très, très agréable. Je pense que on te réinvitera pour parler agriculture et pays tourangeaux, je ne sais pas, on verra, avec plaisir. On trouvera quelque chose. On va se quitter comme d'habitude en musique avec La solitude de l'homme de bar. Salut. Au revoir. Au revoir.